Bonjour à toutes et à tous, welcome back to Citra Media. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode sur un tout autre sujet, celui du marché de l'autorisation REACH. Pour cela, nous accueillons Stéphane Pierre, responsable de ce marché chez Citra. Bonjour Stéphane. Alors ce nouvel épisode portera sur l'introduction de 5 nouvelles substances dans l'annexe 14 de REACH et vous nous expliquerez comment ces dernières impactent vos secteurs d'activité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous brièvement nous dire quelle est votre expérience sur ces sujets ? Donc bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de répondre au mieux à vos différentes interrogations sur ce sujet. Donc pour vous répondre, les experts Citra ont soumis 9 dossiers d'autorisation depuis 6 ans, dont 3 sont en cours d'évaluation. Sur les 6 dossiers validés, 100% des durées de dérogation demandées ont été obtenues pour nos clients, y compris des durées qui sont dites longues selon l'Europe, c'est-à-dire des durées de 12 ans. Très bien. Alors maintenant, pourriez-vous nous rappeler les substances d'intérêt et les secteurs d'activité pouvant être impactés ? Donc pour répondre à votre question, déjà il y a 5 substances qui ont été ajoutées à l'annexe 14 de REACH en avril 2022. Je m'excuse par avance, mais certains noms sont des noms compliqués, de noms de substances, mais pour répondre parfaitement à votre question, difficile de ne pas les citer en entier. Donc parmi ces substances, il y a tout d'abord le tétraéthyle-LED, qui est un additif pour les carburants, en particulier les carburants d'avion. Le 4,4' bis déméthylamino 4 secondes méthylamino tritylalcool, contenant plus de 0,1% de Mikler's kétone ou Mikler's base. Donc cette substance avec ce nom compliqué est un composant de formulation d'encre. Le produit de réaction qui est le RPHP, donc pour les initiés ça vous parlera, qui contient plus de 0,1 de 4-ethylphénol qui soit branché au linéaire. Donc ça c'est une substance qui est un additif de lubrifiant. Et ensuite les deux dernières qui sont le DOT et le produit de réaction entre le DOT et le MOT, ces deux substances étant des stabilisants thermiques qui sont principalement utilisés dans la synthèse du PVC rigide, mais aussi d'autres matériaux. Donc si vous avez d'autres questions ultérieurement pour avoir les classes exactes de ces substances, n'hésitez pas à nous recontacter. Effectivement, des noms assez compliqués, mais importants de souligner. Et donc, qui doit être couvert par un dossier d'autorisation REACH et qui est exempté de ces obligations ? En effet, question stratégique pour les gens qui nous écoutent. Donc, les personnes qui doivent être couvertes par un dossier d'autorisation sont les utilisateurs de la substance, soit en tant que telle, soit utilisés dans un mélange supérieur à 0,1%. Par contre, la fabrication de la substance, les usages en tant qu'intermédiaire, comme défini au sens du règlement REACH, ou l'utilisation d'articles, comme là aussi défini au sens du règlement REACH, même contenant ces différentes substances, sont exemptés des obligations d'autorisation REACH. Donc ça, c'est très important de savoir votre rôle dans la supply chain. Ok, très bien. Et sous quel délai les utilisateurs souhaitant être couverts doivent-ils commencer les démarches ? Donc pour commencer, un rappel quand même sur ma réponse à la question 2. Je rappelle que ces substances ont été ajoutées à l'annexe 14 de REACH, ou appelée aussi liste autorisation, en avril 2022. Donc les utilisateurs qui ne sont pas couverts par un dossier d'autorisation, c'est ça que ça veut dire, n'auront plus le droit d'utiliser ces substances en Europe après janvier 2025. Donc vous pourrez être amené à avoir un nom éponyme qui est la sunset date pour ces substances qui sera en janvier 2025. Et donc, il est très fortement recommandé de soumettre son dossier de dérogation avant novembre 2023, le but étant de s'assurer que même si l'Europe prend beaucoup de temps pour évaluer votre dossier, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de retour sur votre dossier en janvier 2025, vous aurez le droit de continuer à utiliser cette substance jusqu'à la décision de l'Union européenne. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, et vous verrez si vous regardez un peu le règlement, c'est ce qu'on appelle la LAD, la Latest Application Date. Néanmoins, vous avez le droit de soumettre votre dossier après cette date, donc après novembre 2023. Mais dans ce cas-là, si l'Europe n'a pas rendu son avis en janvier 2025, vous devrez arrêter d'utiliser la substance, là où les substances, à partir de cette date et jusqu'au rendu de la décision. C'est très clair. Et enfin, dernière question, est-ce complexe de faire ce type de dossier d'autorisation ? Donc il est important de bien comprendre que ce type de dossier, c'est des dossiers qui sont longs, complexes. En effet, par retour d'expérience, on sait que ça prend environ 1 an à préparer, rédiger, plus après tout le temps d'évaluation par l'Europe.
Et en plus, ce type de dossier fait intervenir de nombreux interlocuteurs au sein des compagnies qui doivent soumettre ce type de dossier. Donc par exemple, de manière déductive et non exhaustive, on sait qu'on implique très souvent les équipes HSE, les équipes process, les équipes R&D, la comptabilité, la direction. J'en oublie certainement en fonction des structures des sociétés. Mais voilà un exemple des différents niveaux de la société auxquels on va être amené à échanger pour réaliser ce type de dossier. En effet, des données très variables sont nécessaires à la rédaction de ce dossier. D'une part, des données sur la protection des travailleurs et de l'environnement. Donc là, comme vous avez compris, ça va impliquer vraiment les équipes HSE. Des données sur l'intérêt de la substance dans votre process, les potentielles alternatives, mais aussi les plannings de substitution que vous imaginez pour ces alternatives. Et enfin, de nombreuses données socio-économiques, donc typiquement le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, les profits, et potentiellement d'autres données peuvent être à générer en fonction des cas particuliers de chaque société, de l'argumentaire qui est fait derrière. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et je vous remercie pour votre attention. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet épisode. Un grand merci Stéphane pour toutes ces informations qui serviront à notre communauté réglementaire ainsi qu'à nos clients. Quant à vous, mes auditeurs, restez connectés et pour ne rien manquer des actualités de Cetra et du monde des affaires réglementaires, ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne. Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre expert ici présent à l'adresse suivante stéphane.pierre@cetra.com ou à vous rendre sur notre page web dédiée en tapant www.cetra.com/reach-authorization. Vous retrouverez tous ces liens en description de cet épisode. À bientôt!